Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo suite à la vidéo que j'avais fait sur, je crois, la fusillade dans le Thalys, alors qui avait fait un peu polémique, hein. Donc je vais faire une petite vidéo parce que pour apprendre aux gens à faire face, à réagir en cas d'agression, en cas, on va dire, d'attaque terroriste de ce type. Alors je souhaite à personne de la vivre, je n'en ai pas vécu, donc je ne peux pas savoir exactement ce que je ferais. Me connaissant, je me connais par introspection et par l'expérience de la vie, je sais à peu près comment je réagis, donc sachant comment je réagis, je peux déjà me préparer en fonction de mes points forts et de mes points faibles dans la réaction. Mais ce que j'avais porté un peu l'attention dans cette vidéo sur le Thalys, sur cette fusillade dans le Thalys, cette vidéo avait été faite surtout pour montrer qu'il n'y avait pas eu de la part des Français en général, hein, je parle des Français qui étaient dans le Thalys, il n'y avait pas eu beaucoup de réactions. Alors on ne peut pas leur en vouloir, parce que tout ça, c'est une question d'éducation, hein. Donc c'était des Américains, hein, et un Anglais qui était intervenu. Alors d'un autre côté, effectivement, le Thalys était rempli d'étrangers, parce qu'on est en période de vacances, mais il est évident qu'en général, ce qui est flagrant en France, pour l'avoir vécu lorsque je suis intervenu sur une agression dans la rue, quelqu'un qui se faisait tuer par une vingtaine de personnes, une vingtaine de racailles comme on appelle ça, et qu'il n'y avait aucune aide, aucune intervention des gens autour de moi, alors ce qui m'avait profondément énervé, mais j'étais le seul à être intervenu, et j'avais pris à l'époque 3 mois de prison avec sursis, avec le remerciement de madame le procureur en disant ça fait plaisir de voir quelqu'un qui rentre. Alors je ne suis absolument pas un héros, je n'avais pas d'autre moyen que d'agir si je voulais continuer à pouvoir me regarder dans la glace. Et puis je m'étais aussi préparé psychologiquement à agir. Je n'aurais sûrement pas fait comme ça, je n'aurais pas agi si ça s'était passé 10 ans plus tôt, de cette façon, hein. C'est une question de préparation psychologique, tout le monde ne l'est pas, par son éducation, hein, et par sa nature. Donc je vais un peu, alors c'est pas du tout présomptueux ma vidéo, hein, quand je vais parler des réactions humaines en général et comment réagir dans ces conditions-là, en sachant que je peux moi-même ne pas arriver à réagir dans ces conditions-là. Donc, tout d'abord, il faut en revenir à notre humanité, à notre animalité plutôt, hein. Donc j'ai fait une petite note. Il y a 3 types de réactions en général face à une agression, qu'elle soit terroriste ou autre, hein. En général, ce sont des réactions animales qui sont conservées en nous génétiquement, hein, qui sont instinctives, et qui se sont conservées parce qu'elles étaient bonnes pour la survie du groupe et de l'espèce. Alors on trouve en général la fuite. La fuite n'est pas forcément le signe du lâche, la fuite permet la plupart du temps de rester en vie. Simplement dans le Thalys, on ne va pas fuir, hein, il n'y a pas grand chose, c'est un couloir, et si on fuit, c'est devant ou derrière, devant il y a le terroriste, derrière il y a peut-être une porte, donc on est dans la mer. Donc en général, il y a la fuite, ce sont en général les femmes qui fuient, hein. C'est normal, elles ont les bébés, elles sont moins musculaires, donc la sélection a fait que si elles partaient au combat, affronter un adversaire, un prédateur ou quoi que ce soit, si elles l'attaquaient, elles avaient moins de chances de survivre, donc celles qui ont dû aller à l'attaque devaient peut-être ne pas transmettre leurs gènes, hein. Tout ça c'est de la mécanique biologique, hein. Donc ce sont les hommes qui ont tendance à attaquer et à ne pas fuir, hein. En général, ce sont les femmes qui fuient, on va dire entre guillemets les lâches, ce qui n'est pas vrai, parce que souvent la fuite, il n'y a pas des fois, c'est la meilleure des solutions pour survivre, hein. On ne va pas jouer les héros quand on n'est pas obligé, hein, comme on dit tout le temps. L'homme n'est jamais un héros. Quand il est héros, c'est qu'il est obligé de l'être, hein. C'est une base qu'il faut savoir en psychologie. On n'est jamais héros par plaisir, hein. Donc il y a la fuite. En général, la fuite c'est les femmes et entre guillemets les lâches, ce qui n'est pas vrai, hein. Donc ensuite il y a la tétanisation, hein, les gens qui ne savent plus faire quoi que ce soit, qui ne peuvent plus bouger. Ce n'est pas du tout quelque chose de lâche, c'est organique. C'est un processus qui a été mis au point au cours de l'évolution, un peu comme les opossums qui en catalepsie, qui entrent en catalepsie, qui se bloquent, hein, quand il y a comment ça s'appelle, un prédateur qui arrive, donc on ne les voit pas, ben ça permet au petit animal, le petit biche, le petit daim, hein, qui reste bloqué comme ça, hein, ça permet, quand le prédateur arrive, quand l'ennemi arrive, ben, il ne vous voit pas, il ne vous regarde pas, hein, comme on peut revoir la bande de racailles qui rentre dans le métro, les gens sont bloqués sur leur siège la plupart du temps. C'est une réaction de peur, mais c'est une réaction de peur qui permet de ne pas attirer l'attention et de ne pas se faire
péter la gueule. Alors évidemment, dans un groupe humain, on devrait être solidaire pour se défendre et attaquer des racailles en groupe qui sont souvent pas très très fortes, hein. Ce sont des petites teignes agressives qui viennent terroriser un wagon, mais malheureusement notre éducation, souvent notre éducation, et aussi notre biologie fait qu'on n'est pas capable d'agir. Il faut passer en dehors de ça, surtout que les racailles sont rachauds en général, bon, pas forcément super balèzes, en général c'est des petites teignes, hein, mal éduquées. Donc les racailles n'ont rien à voir avec un terroriste, hein. Un terroriste, c'est évident que un monsieur, je crois Ayoub, Ayoub c'est ça, qui rentre dans un Thalys avec une Kalachnikov, ça doit faire un effet qui doit être bien différent que celui d'une racaille où on se dit on bouge pas, tandis que l'autre ça doit être vraiment sidérant, car si vous bougez, vous risquez de prendre la bastos, et une bastos, ça peut faire des dégâts très graves, hein, et vous ne pouvez pas partir. Donc c'est assez dur, moi j'ai déjà été confronté à ça, pas en tant que soldat, j'ai été confronté à ça dans la rue avec un mec avec un fusil. Comme il était loin, en général, j'ai longé le mur, en calculant, il n'y avait rien d'autre à faire, et en regardant mes pieds. Quand il était plus loin, j'ai appelé. Donc la tétanisation fait partie des choses les plus normales, hein. Mais bon, quand quelqu'un rentre dans un TG, vous pouvez être tétasiné dans un TG, dans un Thalys armé, vous êtes sûr qu'il vient pour tuer, en général. Donc la tétanisation n'est pas forcément valable à ce moment-là. Donc, savoir que c'est quand même quelque chose de normal, et ce sont en général les femmes qui ont cette réaction. Les femmes en général se tétanisent et fuient, hein. C'est les deux, elles sont programmées pour ça, bien sûr, comme elles ne sont pas musculaires, elles vont moins bien agir. Alors, pas toutes, hein. Les européennes plus que les africaines, en général pour la réaction de testostérone, taux de testostérone, j'ai expliqué dans mes vidéos, et avec un très bon travail aussi du professeur Kimura qui a fait des études, allez voir, hein. Professeur Kimura, c'est une Canadienne qui a fait des études fabuleuses sur le taux de testostérone et les perceptions spatiales chez les femmes et chez les hommes aussi, les différences génétiques chez la femme et chez l'homme. Et voilà. Donc ça c'est la deuxième situation organique qui peut arriver quand vous êtes confronté à un danger imminent. La troisième c'est l'attaque, et ça l'attaque c'est souvent les mecs avec de la testostérone, les mecs les purs X, hein, les purs mâles alpha, en général, on va à la castagne. On a bien vu que dans ce Thalys, ce sont deux soldats qui sont intervenus. Un, ils y étaient habitués, ils n'ont pas forcément fait le front, hein, mais ils avaient déjà un entraînement, ce n'étaient pas forcément des super soldats, ce n'est pas forcément des commandos, hein, ce n'est pas des rangers de l'armée américaine, hein, c'était des mecs qui étaient, des jeunes qui étaient appelés, qui étaient engagés dans l'armée américaine. Donc on était loin de la troupe de choc, hein, mais on était avec des jeunes qui sont quand même habitués, déjà jeunes, taux de testo élevé, en groupe, donc capables en groupe d'organiser une action parce qu'ils se connaissent, ils sont amis et ils sont militaires. Donc il y a beaucoup plus de facilité d'agir. C'est sûr, quand on est tout seul, on va agir. On se dit, le voisin, il va rester tétanisé sur son siège et la voisine, elle va partir en courant dans le couloir. Elle va aller rester seule avec le terroriste. C'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'ils vont agir. Donc l'attaque, c'est quelque chose de masculin, quelque chose de viril. Hein, c'est normal, ça a sauvé l'espèce, on attaque pour défendre, les femmes fuient ou restent tétanisées, c'est ce qui nous a sauvés pendant des millions d'années, et c'est ce qui nous sauve encore, bien sûr. Donc voilà, il y a trois types de comportements. Bien sûr, dans un Thalys comme ça, quand on est enfermé, avec un type qui sort une Kalachnikov, hein, alors c'est pas la meilleure des armes pour faire un attentat et tuer le maximum de personnes dans un Thalys, vu que c'est trop grand à manier, on peut vous la choper facilement en passant sur le côté. Quelqu'un d'expérimenté, bien sûr, parce que c'est très 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 dur d'agir dans ces conditions-là, mais c'est pas facile à manier. Mais bon, comme c'est les seules armes qu'on trouve facilement, parce qu'il y en avait plein, des stocks d'Europe centrale qui sont vendus un peu partout, même des stocks de Pologne, des stocks même de Tchécoslovaquie aussi, des stocks d'ex-Yougoslavie, c'est là dont elles viennent le plus souvent, hein, qui ont été revendus, qu'on retrouve un peu partout, comme c'est passé facilement par Szeged ou ailleurs, on les mettait, pas moi, mais les gens les mettent dans des sacs, dans les bus Euroline, cachés au bout, tous les bus ne sont pas fouillés, donc ça arrivait par Euroline, ou ça arrivait dans des boîtes à outils en pièces détachées qu'on remontait après, hein, c'était le technique de passage des armes. En général, c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont arrivés dans les banlieues, en plus c'est des armes relativement fiables. Ça n'empêche que l'autre, c'est que notre ami le terroriste, son arme s'est enrayée parce que de toute façon, sous l'effet du stress, il n'a pas dû, ça se trouve, mettre bien la cartouche. Visiblement, la cartouche n'était pas mise, le chargeur n'était pas mis. Ceci dit,
c'est quand même terrorisant de tomber sur quelqu'un d'armé. Donc, quand on est en face d'un terroriste comme ça, que faire? Que faire? Alors, je vais essayer. Alors, je vais pas parler des sports de combat. Alors, dans ces conditions-là, c'est vrai qu'un sport de combat, style Krav Maga, style self-défense, de l'armée, alors je ne me souviens plus le K1, je crois même pas le K1, je me souviens plus du nom, il y a un sport de combat, c'est un sport, une activité de défense russe qui est bien aussi, bref, c'est tout le temps la même chose, hein. C'est comment faire face psychologiquement et comment faire face en étant armé à des gens, comment faire face à des gens armés en face de soi, comment sauver sa vie. Alors c'est tout le temps à peu près les mêmes principes, hein. Le Krav Maga n'est pas meilleur que les autres self-défense, il est simplement adapté, il n'est même pas adapté, c'est tout le temps les mêmes techniques qui réapparaissent à chaque fois, elles ont simplement été notées par un instructeur juif israélien, hein, c'est tout, hein. Donc on trouve du self-défense à tout niveau, l'armée américaine le pratique, la France le pratique, on leur self-défense, c'est toujours la même chose. Mais bon, euh, le fait de pratiquer un sport de combat et la réalité du terrain n'a rien à voir, hein, parce qu'on peut être confronté, comme je dis, à notre nature profonde et rester ou tétanisé, hein, ou bien fuir, hein, fuir, alors qu'on n'a pas à fuir, on ne sait pas où aller, hein, ou combattre sans bien se contrôler, parce que c'est très dur de se contrôler. Donc je ne vais pas parler de sport de combat, je ne vais pas parler comment donner les coups, c'est tout un apprentissage. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste, j'ai une ou deux spéciales, parce que comme les Japonais l'ont dit dans les sports de combat, il est bien de travailler une ou deux spéciales adaptées à sa morphologie. C'est tout le temps mieux que zéro spécial quand vous faites agresser. Donc, hein, comme je dis tout le temps, il vaut mieux être toujours un peu armé qu'une fois beaucoup. Donc, bah oui, parce que la probabilité de se faire agresser, c'est pas une journée, c'est tout le temps. Donc, il est tout le temps mieux d'avoir un petit truc pour se sauver. Donc voilà. Donc on va en venir maintenant comment se défendre, hein, comment se défendre quand on a affaire à des terroristes. D'un autre côté, c'est extrêmement dur parce que ça dépend de la conf, comme j'ai expliqué sur les en discussion Facebook, ça dépend de que ferais-tu toi. Alors j'ai dit, ben, ça dépend de la configuration spatiale où je me trouve, à quel endroit. Il est évident que si je me trouve face à bah, une Kalachnikov, hein, une arme, bah, je vais me péter dessus, je vais me chier dessus, et je vais être très malheureux. Et puis si je me trouve derrière sur le côté, je vais aussi me péter dessus et me chier dessus, mais par contre j'aurai plus de chances d'agir. Tout ça dépend de la configuration spatiale, hein, de l'endroit où vous êtes, quand le monsieur, hein, quand le terroriste arrive pour vous tuer. Alors quand il y en a qu'un, ça va, quand il y en a deux, ça devient beaucoup plus problématique. Alors là, comme disait le vieil anglais là, qui agit, bon bah j'y vais, de toute façon quitte à mourir, autant tenter de survivre en combattant. Ben voilà, la psychologie du combattant, elle est là. C'est quitte à mourir, quand vous voyez quelqu'un qui rentre armé quelque part, hein, sachez que de toute façon, c'est quelqu'un de résolu parce qu'il ira en prison où il va mourir. Donc c'est quelqu'un qui est courageux. Ne jamais sous-estimer le terroriste ou l'agresseur qui vient armé, quelque part qui rentre armé dans un lieu public, car de toute façon, c'est qu'il est déjà déterminé, puisque en général, il est armé, donc il sait qu'il va obligatoirement faire de la prison, et qu'il se sacrifie quelque part. Donc il faut savoir que ces gens, en général, vous n'avez quasiment aucune chance, hein. Le terroriste, comme on entend le discours de Hollande, ces odieux terroristes, l'inhumanité, non, les terroristes sont aussi humains que les autres, ce sont des gens très courageux, car aller se sacrifier pour une cause même stupide, lui il y croit, c'est quand même un acte de courage, donc avoir beaucoup de recul on va dire, de respect pour le terroriste, même s'il faut l'abattre, car c'est quelqu'un qui a au moins le mérite d'être un homme courageux, hein. Ce n'est pas un lâche, contrairement à ce qu'on dit, c'est quelqu'un qui pense faire un sacrifice pour le bien, en général bien sûr, hein. Même s'il se trompe, même s'il tue des innocents, et même s'il fait des choses d'une grande stupidité qui sont juste en général instrumentalisées. C'est-à-dire que si on prend l'abruti du coin qui n'a plus d'espoir, qui est malheureux, qui a eu un passé qui a fait qu'il a sombré d'abord dans la colère, ensuite dans la haine, hein. D'abord il a voulu s'élever lui-même, réussir, après il a vu qu'il ne pouvait pas, il a sombré dans la colère, la haine, et ensuite il a trouvé en général la religion, mais le mauvais côté de la religion pour l'envoyer manipulé par des gens dans des actes stupides, hein. Donc c'est ça en général. Ceci dit, le terroriste, comme je dis toujours, hein, le terroriste qui croit à son action ira au paradis, car il est persuadé qu'il fait le bien. Va au paradis celui qui est persuadé qu'il fait le bien. Malheureusement, il fait le mal. Mais comme lui n'en est pas conscient, hein,
C'est ça le problème, vous comprenez, il n'est pas conscient qu'il fait le mal, donc ça lui donne une force énorme d'être convaincu qu'il est bon. Donc vous avez quelqu'un de déterminé en face de vous qui ne vous fera pas de quartier, qui ne fera pas de quartier. Donc comment agir face à un terrorisme? D'abord, il faut se préparer à agir. Pour survivre, il faut tout simplement se préparer à survivre. Et là, la seule chose qui compte, c'est survivre. Comme a dit le vieil anglais, quand vous avez entendu Jean Dutalis sur le vieil anglais qui expliquait ça, il a dit je n'avais plus. J'ai agi. Les deux jeunes, sous l'impulsion de la fougue de la jeunesse, ils sont allés, courageux. Les Français restés bloqués dans leur siège parce qu'ils n'ont pas été éduqués à ça. C'est pas parce qu'ils sont plus lâches que les autres. On avait des moustachus courageux qui allaient au combat en 14. On a eu quand même des centaines de milliers de morts. En France, en 40 aussi, pendant l'attaque allemande. Les hommes étaient courageux. Ils étaient, on leur a fait un lavage de cerveau après. On leur a appris à subir, si vous voulez, pour le bien des dirigeants. Subir la domination, ne rien dire, ne rien faire, et subir, ne pas faire de vagues, et laisser les castes dominantes régner, et on règne plus facilement sur des gens qui ne bougent pas, sur des gens qui n'ont pas d'énergie, pas forcément d'énergie, mais qui n'ont pas le courage d'agir, parce qu'on les a éduqués à ça. Donc, que faire quand on est dans ces conditions-là? Donc se préparer, comme on dit toujours, se préparer à agir. Alors se préparer à agir, ça veut dire savoir que déjà, nous avons sur nous des armes redoutables qui peuvent agir. Alors les femmes savent qu'elles peuvent griffer, on peut griffer les yeux, mais c'est pas évident, même avec vos grands ongles, c'est pas facile du tout. On sait que les transsexuels en général ou les prostituées se battent avec leurs talons aiguilles et tapent très fort, mais face à une Kalachnikov, c'est très dur. Donc de toute façon, si vous êtes condamné à agir, agissez en groupe, essayez d'agir en groupe, c'est très dur, mais vous avez quand même sur vous des armes qui vous permettent, même si vous devez mourir, de mourir en combattant et peut-être en limitant le nombre de morts qu'il y aura autour de vous. Donc déjà vous avez les dents, les dents c'est quelque chose qui est terrible, vous chopez un nez, vous chopez une oreille, vous chopez le cou, vous chopez les doigts, les doigts on peut les croquer, les enlever. Les Gaulois se battaient contre les Romains en des fois croquant les doigts, ils étaient réputés pour ça, dans les Gaules, c'était rapporté dans les écrits des conquérants romains, que les guerriers gaulois, en général, se battaient d'une façon courageuse et allaient jusqu'à croquer les mains de leurs ennemis. Donc ça n'a pas dû arriver tout le temps, mais comme ça a dû arriver quelquefois, c'est resté dans l'inconscient des on va dire romains, qui est resté dans les écrits romains. Donc déjà, ça c'est très 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 dangereux. Les dents, les hommes ont des dents très puissantes, avec une grosse puissance de mâchage, de broyage. On était capable on avait des dents faites pour mâcher de la viande, pour mâcher de la nourriture coriace, pas pour agripper comme ça, donc on n'ouvre pas grand, mais on peut mâcher, mais on a quand même une sacrée puissance de fermeture, donc ça peut faire très mal. Donc une femme, ça on peut mordre très fort, mordre le cou, la peau, les doigts, c'est quelque chose de très 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 efficace. Alors je pourrais vous dire de taper, mais taper c'est apprendre à taper, c'est pas évident. Donc vous avez aussi les stylos. Quand vous avez un stylo, vous pouvez utiliser un stylo. Bon, un stylo, vous pouvez le planter, mais n'arrêtez pas de planter, vous serez rapproché. Quand vous avez une arme, si c'est un fusil, il est de côté. Donc de toute façon, vous n'avez pas de solution, vous allez mourir, alors autant agir. Donc voilà, donc il faut passer à l'attaque. Mais avant de passer à l'attaque, alors juste avant, parce qu'il faut que j'explique un peu, il faut tenter de fuir. Essayer de fuir et ensuite essayer d'appeler au téléphone la police. Ça, c'est la base. Donc quand vous pouvez fuir, fuyez. Mais dans un Thalys, on ne peut pas fuir. Donc la base, c'est fuir, ne pas jouer les héros. Vous n'en avez pas les moyens face à quelqu'un d'armé, donc vous fuyez. Et n'oubliez pas, quand vous fuyez, de vous mettre à l'abri, d'avertir les gens autour de vous, de fuir, de partir, parce que vous n'êtes pas tout seul à fuir, il faut avertir les gens, partez, partez, partez. Essayez de bloquer les issues derrière vous, essayez de bloquer pour que le terrorisme, pour que les gens ne vous suivent pas. C'est une des bases de la vie, bloquée avec des choses derrière vous, essayez de bloquer. C'est ce qu'ont fait les agents de la SNCF, qui ont bloqué des portes, ce qui était parfaitement... ce qui n'est pas critiquable, parce qu'ils ne sont pas armés, ils ne sont pas habitués au combat, ce qui n'est pas critiquable, et si le dingue aurait commencé à tirer sans que les deux soldats américains soient intervenus, il n'aurait pas pu passer d'un wagon à l'autre, donc ce n'est pas du tout de la lâcheté de s'enfermer, c'est la moindre des choses à faire pour limiter
dans le massacre, si vous voulez, hein, à ce moment-là. C'est surtout ça, hein, comme des portes coupe-feu qu'on ferme pour empêcher le feu de passer. Ce n'est pas de la lâcheté, hein, ce n'est que dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc maintenant, si vous êtes coincé, bah, il faut agir, comme j'ai dit, bah, on peut agir en mordant si on n'a rien d'autre, mais prendre des objets contondants qu'on a autour de toi, c'est tout le temps très bon. Un stylo peut faire très mal, par exemple, vous n'avez rien à faire. Hein. Donc vous pouvez taper avec un stylo, si vous êtes en train de manger, vous avez, bon, en général dans les restaurants, vous avez des couteaux, des fourchettes, donc ce sont toujours des objets contondants qui peuvent faire, des objets pas contondants, des objets tranchants ou piquants qui peuvent faire très mal, donc apprendre à avoir apprendre à utiliser ces objets qui ne demandent pas forcément une grande technique. Hein. Alors sachez tout de même que si vous devez fuir, hein, face à quelqu'un, bah, autant le taper dans la jambe, hein, pour pas qu'il puisse vous suivre. Donc vous tapez dans la jambe avec un objet. Alors vous avez aussi des objets style les poinçons. Hein, regardez ça, c'est un poinçon. Alors c'est on met dans un bouchon avec un petit bouchon là pour les gens qui. Alors c'est interdit par la loi. Alors il y a un problème en France, c'est que la réponse doit être proportionnelle à l'agression. Alors en général, la réponse, hein, on ne peut pas calculer dans ces conditions-là, donc c'est un texte de loi qui est un texte un peu con à la mort moelleux, qui est là pour exister et pour que les juges en tirent ce qu'ils veulent, mais c'est un texte qui n'a aucune réalité, aucune pouvoir dans la réalité. Ce texte est une stupidité dans la réalité, parce que comment voulez-vous avoir une réponse proportionnelle à l'agression? À l'agression, en général, on a une réponse qui est inférieure, hein, à celle de l'agresseur, donc en général, on devient une victime, alors on a la gueule pétée, on est mort, hein, ou soit on a une réponse qui est supérieure, à ce moment-là, on risque des problèmes avec la justice, parce qu'on aura enfreint la loi en ayant une réponse supérieure à l'agression. Hein. Alors dans des conditions de survie, la loi, on s'en fout, un seul compte, survivre. Et pour survivre, il faut se préparer à survivre. Donc, ayez sur vous quelque chose qui puisse vous sauver. Alors, un opinel, un couteau, on a le droit peut-être d'avoir un petit couteau pliable. Bon, c'est pas le top. Hein. Autrement, vous avez des choses qui sont plus utiles. Alors, il y a des mecs qui ont des puces dagger. Mais alors, c'est complètement con. Le puce dagger, ça bouge dans la main. C'est un truc pour faire bien dans les films. Il y a bien plus efficace et plus simple, hein, qu'un puce dagger. Hein. Ça ne sert à rien. Donc, il y a des armes comme ça, vous avez le tournevis, alors ça paraît horrible le tournevis, vous pouvez leur donner un coup de tournevis, vous avez le poinçon, c'est facile, hein, d'un coup de doigt, vous voyez le poinçon, on le met dans la poche et pof, d'un coup de doigt, on vire le bouchon et vous avez quand même quelque chose qui peut faire mal quand c'est balancé dans la cuisse latéralement, par exemple, vous avez quelqu'un qui ne peut plus marcher ou qui a du mal à s'appuyer sur la cuisse, et au moins vous pouvez partir en courant si il y a de l'espace, hein, et vous ne risquerez rien à ce moment-là parce qu'il ne pourra plus vous poursuivre. Le but n'étant pas de tuer l'adversaire, le but étant de sauver sa peau et celle de ses proches, bien sûr. Donc, si déjà vous avez une arme comme ça qui permet de taper quand il y a un seul adversaire, même deux, taper dans les cuisses, hein, rapidement, en extérieur, alors le poinçon, il n'y a pas trop de risque, comme je le montre, parce que ce n'est pas tranchant, ça ne risque pas de transpercer des artères. Hein. Sachez bien qu'à l'intérieur de la cuisse, il y a la veine saphène, hein, l'artère fémorale, la veine saphène, c'est pas grave, mais l'artère fémorale, si vous la transpercez, hein, ben, vous risquez de tuer la personne. Alors si c'est un terroriste, on s'en fout un peu, mais le problème c'est que, il va continuer à rester debout, même avec son artère, ça met un certain temps à se vider, c'est tellement douloureux, puisque même des gens se suicident par là. Il est beaucoup plus important de taper dans du fascia, car les fascias sont plus innervés, alors que le muscle l'est moins, et puis la zone de l'artère faciale, l'artère fémorale l'est moins. Alors, si je parle en anatomiste, bien sûr, donc taper latéralement dans la jambe permet, par exemple, si vous pouvez fuir, de fuir en handicapant l'agresseur. Hein. Donc voilà, ça c'est un avantage énorme. Vous tapez dans la cuisse externe, je vais vous montrer un peu là, hop, là, latéralement, hein, on tape latéralement, c'est très facile à faire, comme ça vers le bas, ça ne peut pas se parer carrément, et vous pouvez passer sur le côté et partir en courant, si vous pouvez. Dans un Thalys, ça sera beaucoup plus problématique. Hein. Donc dans un Thalys, en général, dans une configuration comme celle-là, et c'est très dur à faire pour se programmer à faire ça, hein, parce que je sais que moi je suis capable de battre une minute à peu près, entre 25 et 1 minute, après je suis épuisé, ça dépend des gens, il y a des gens qui sont capables de durer un combat plus longtemps, des professionnels, c'est ça qu'on apprend en cage par exemple, en sport de combat, en MMA, on est capable de combattre sur des rings, mais c'est très dur. Donc, quand vous êtes dans une configuration fermée comme ça, il faut taper jusqu'au bout, jusqu'à temps que l'adversaire ne puisse plus se relever, hein, en espérant qu'il finisse par ne plus se relever. Donc en général, taper avec des objets comme ça, dans ce moment-là, on tape plus la cuisse, on tape dans des zones dangereuses, style le cou, les organes génitaux,
Si vous tapez à la cage thoracique, vous allez riper sur des côtes, c'est très dur de percer, c'est pas évident, hein, c'est protégé, la cage thoracique protège des organes importants. Hein. Donc le ventre, c'est pas tellement innervé, donc vous allez faire des blessures graves, mais la personne va mourir de septicémie dans quelques mois, elle vous aura tué dans quelques semaines, plutôt dans quelques jours, si elle n'est pas soignée. Il y a les antibiotiques maintenant, hein, mais il y a moins de risques dans le ventre, c'est les intestins, hein, c'est très douloureux. Hein. On peut avoir les reins derrière, bien sûr, et des artères profondes, mais en général, les couteaux sont petits, hein, trop grands. On n'a pas un couteau bouché sur soi, hein, qui permet d'aller jusqu'aux artères qui sont pas loin des vertèbres. En général, c'est protégé même derrière. Donc, vous voyez, c'est pas évident. Donc, organes génitaux, cou, le côté des organes et du muscle et du fascia, c'est très douloureux. Hein, le ventre ne l'est pas tant, pour immobiliser et blesser l'adversaire. Donc, c'est vrai que le cou, c'est quelque chose, hein, le visage, les yeux, c'est très impressionnant, ça fait mal. Donc, vous avez tout le temps la possibilité d'utiliser des choses comme ça, de l'avoir sur vous. C'est interdit par la loi, ou bien de l'avoir dans une mallette, hein, fermée. Hein, vous avez le droit d'avoir du matériel des outils, quoi, une petite boîte à outils, vous avez bien sûr le droit, mais l'avoir sur soi, c'est interdit. Dans tous les cas, c'est toujours mieux que de finir mort, hein, dans des conditions comme ça. Donc, vous avez des choses comme ça pour vous défendre. Après, vous pouvez avoir, quand on passe le coup au-dessus, vous pouvez avoir des trucs, des armes spéciales qu'on vend dans les coutelleries. Hein, moi j'aime bien les armes de défense, j'aime pas les armes d'attaque, je suis quelqu'un plutôt de genre de pacifique, hein. Mais j'aime bien les armes de défense, voilà. Donc vous avez des armes comme ça qui peuvent se mettre dans une poche à l'arrière, hein. Je vous montre, hein, vous voyez, on le met comme ça à l'arrière, on voit juste un peigne qui dépasse, hein, et puis en cas de problème, vous pouvez le sortir, et ça tient dans la main, et vous tapez latéralement, voilà, ça fait mal, ça tape dans les cuisses, c'est bon, hein, c'est imparable, ou vous savez faire un terrorisme, à essayer de zoner les zones vitales. Bien sûr, ce que je dis, hein, peu de gens peuvent le faire parce que ça demande un long travail de désinhibition et que vous allez être encore bloqué par votre animalité. Et tout ça, ça se travaille. On ne devient pas courageux, on passe pas à l'action comme ça. Hein, c'est tout un apprentissage. Il n'y a pas de honte, hein, je le redis encore. Hein, aux Français, il n'y a pas de honte à être un peuple qui n'agit pas. On l'a très bien vu dans le métro, dans le bus plutôt, et souvent dans le métro, on voit les gens qui ne bougent pas. Hein, et dans le bus, il y avait cette vidéo du jeune qui se faisait attaquer pendant 6 minutes, il se faisait torturer littéralement par une bande de racailles et personne n'a bougé. Il y avait juste un petit gars, un petit français qui était là, qui a essayé d'intervenir, il a pris une tarte dans la gueule, il était triste, il essayait de revenir et il voyait qu'il n'avait pas le physique et la capacité psychologique d'agir alors que son âme voulait agir et lui il n'y arrivait pas. Ce jeune garçon d'ailleurs aurait dû recevoir une médaille pour son courage, même s'il n'arrivait pas à passer à l'action. Il allait vers les mecs en essayant arrêtez s'il vous plaît, et il n'arrivait pas à agir, pas par manque de courage, tout simplement parce qu'il n'avait pas été formé pour agir et que son cœur était déjà là pour agir. Il faut le savoir aussi. C'est aussi une question d'éducation et qu'on n'a pas à critiquer les gens. Quand je dis les Français vous êtes lâches, c'est parce que je suis français, ça me fait de la peine de voir mon peuple à qui on a lavé le cerveau et qui a été d'ailleurs un peuple qui était courageux à la base. Hein. Donc voilà. Après, vous avez des choses qui sont encore plus efficaces. Hein. Alors ça, voilà. Hein. Ce sont des ceintures. Voilà, c'est des ceintures. Ça ne se voit pas. Alors ne prenez pas l'avion avec. Hein. Hein, vous mettez en ceinture. Et puis évidemment, ça se met à la taille. Alors évitez, c'est interdit. Hein. Voilà, vous l'avez ici. Hein. Et puis hop, vous sortez et ça sort très vite. Et ça, c'est une arme efficace. Alors évidemment, il vaut mieux pas les porter, hein, c'est interdit par la loi, ou porter chez vous, hein, parce que c'est quelque chose d'interdit. Mais bon, comme on est en période où il va y avoir de plus en plus d'attentats, hein, de pauvres gens désespérés, de gens qui vont venir de Syrie, parce qu'on est quand même dans une crise économique mondiale qui doit une restructuration économique, on a des superpuissances qui se battent en foutant la merde à côté dans les pays les uns à côté des autres pour déstabiliser des régimes, pour rendre d'autres superpuissances moins puissantes pour des jeux économiques, par exemple avec la Chine, hein, avec la Russie, c'est un espèce de grand jeu, un grand jeu d'échecs où la partie n'a pas tellement de valeur et seul compte de continuer à régner. Hein, comme je dis toujours, on est toujours dans le règne de la prédation, on n'est pas encore arrivé dans le règne du partage. Mais bien sûr, ça va venir grâce à Internet, grâce au savoir et grâce à la connaissance et à la sagesse qui se transmettent un peu partout maintenant et qu'on ne peut plus arrêter. Donc vous voyez, il y a tout le temps moyen d'agir. Alors comment agir? Écoutez,
quand vous êtes agressé, bah, vous n'avez plus rien à faire, bah, allez-y, tapez, puis essayez de déjà préparer quelque chose pour pouvoir agir, et psychologiquement, mettez-vous dans des conditions pour agir. Alors de toute façon, on fuit quand on peut, hein, on avertit les gens sur son passage, on bloque les issues derrière soi, on appelle la police quand on est à l'abri, on ne va pas l'appeler devant le mec, on va se faire déglinguer, hein. Et si on n'a aucune chance, et on passe à l'attaque, parce que n'oubliez pas qu'il vaut mieux tenter de survivre en combattant que mourir sans combattre, hein. Et toujours en combattant, on aura une chance de mourir. Sachez qu'en général, un mec qui vient armé, qui rentre quelque part armé, c'est qu'il veut vous faire la peau et faire la peau à tout le monde, hein. Donc, à ce moment-là, vous n'avez que le combat. Malheureusement, vous n'avez que le combat et vous allez être forcé de combattre. Évidemment, il ne va pas y avoir des milliers d'attentats, mais il y en aura toujours de plus en plus. Et des dingos dépressifs, et des dingos dépressifs qui ne trouvent plus que salut, qui ne trouvent plus que du salut dans une religion mal interprétée. Effectivement, on en aura de plus en plus. J'arrive pas. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je quitte Skype. On m'appelle sur Skype à 1h du matin, c'est pénible. Donc voilà, donc c'était pour expliquer ça. Donc vous n'aurez sûrement plus aucune chance. Alors est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Voilà, le seul truc que je veux dire, c'est vous, Français, bien sûr, en général, vous n'êtes pas éduqués à agir, c'est normal. C'est un système qui a été mis au point, hein, pour continuer à régner sur vous, hein. Parce qu'un homme, qui n'agit pas, hein, un homme qui n'agit pas ne peut pas remettre en cause un pouvoir de prédateur, un pouvoir parce qu'on est actuellement dans un système, comme je le dis tout le temps, de caste, hein, un système de caste qui bloque la montée sociale. Donc ce n'est pas une méritocratie. Donc dans une méritocratie, ce sont des gens énergiques qui peuvent monter. En général, par exemple, aux États-Unis, ce n'est pas un exemple parce que les États-Unis est un pays extrêmement violent, mais le fait d'avoir des gens dynamiques qui vont de l'avant, d'avoir des gens qui veulent monter socialement, qui veulent réussir. On veut réussir, normalement, c'est pas pour soi, c'est pour le bien de tous, c'est-à-dire montrer que sa valeur pour les autres, hein, permet souvent à une société d'être meilleure et d'être plus performante. Un système de caste est bien quand elle gère un grand État, mais quand un système de caste est confronté à la libéralisation, hein, il n'y a plus de frontières, il y a le libre-échange, ça s'effondre parce qu'il n'y a pas de concurrence interne qui fait que les meilleurs éléments, les plus énergiques, puissent, hein, prendre les places, hein, pour pouvoir être compétitifs par rapport à d'autres groupes humains, hein. Donc la caste, c'est efficace dans un système fermé, ça stabilise, mais ça devient absolument pas efficace dans un système ouvert comme il y a actuellement. Et là, on souffre d'un système de caste. Les Indiens, par exemple, qui ont un système de caste, sont en train d'essayer de le casser, hein. Il faut savoir qu'il y a un énorme effort de ce côté-là. Donc, il faut apprendre à se désinhiber. Le problème d'être désinhibé, justement, c'est que ça ne plaît pas forcément aux gens qui nous dirigent. On a eu un lavage de cerveau. Ce lavage de cerveau, hein, a été fait, hein, ne pas agir, être tolérant, ça a été fait, en fin de compte, pour régner sur nous, pour nous écraser, parce qu'à force de ne pas agir, on est dominé, hein, c'est tout simplement, et on accepte tout, même toutes les chaînes qu'on peut nous mettre, hein, pour travailler pour les dominants. En général, il faut savoir que au sommet, ils sont beaucoup moins désinhibés que nous, et que le peuple en général, le français qui est dans son métro et qui ne bouge pas. Vous voyez des mecs comme Cahuzac qui sont d'une désinhibition totale, hein, et qui mentent effrontément à la télévision, hein. C'est quelqu'un qui est à l'État, hein, c'est un ministre, hein, et il ment devant une désinhibition par rapport au mensonge, des désinhibitions par rapport au vol, des inhibitions par rapport à tout ce que vous voulez. Nous sommes dominés par des gens qui nous inhibent, mais eux qui sont désinhibés, c'est le problème. Alors l'avantage de la désinhibition, c'est que qui est désinhibé peut être désinhibé pour faire le bien, c'est l'avantage, hein, c'est un peu la philosophie, hein. Donc c'est très bien, je suis désinhibé, donc j'accepte de me défendre,
pour me sauver ma peau, j'accepte de défendre les autres, j'accepte de sacrifier, j'accepte d'être un homme libre, capable de faire le bien, de savoir le bien, mais un homme désinhibé peut être désinhibé pour faire le mal aussi. Donc, une racaille de banlieue est souvent désinhibée. Je suis désinhibé pour brûler une bagnole, je suis désinhibé pour racketter un connard et après m'acheter des chaussures de merde et des casquettes de merde vendues par des marchands de merde, faut le savoir. Donc, il faut savoir que tout ça, c'est des alternances de cycles. Il n'y a pas de bien et de mal réel. Il faut savoir, il y a le bien et le mal, mais si vous voulez, dans la désinhibition, ça peut être très bien comme ça peut être très mauvais, mais dans les conditions actuelles, par exemple qu'on a vu de cet attentat, il est bien d'être désinhibé. Voilà. Et dans une société, trop d'idées de désinhibition peut provoquer des problèmes si on a des problèmes psychologiques. C'est tout ça. Un désinhibé qui n'a pas de problème psychologique va être quelqu'un d'excellent pour la société, qui est capable de faire le bien, qui va être capable de faire le bien, mais quelqu'un qui a des problèmes psychologiques et qui est désinhibé, ça risque de poser de graves problèmes de passage à l'action pour le mal, agression ou terrorisme comme on a vu. Alors vous avez aussi comme arme, comme je dis tout le temps, employée par les terroristes, c'était les cutters. Alors les cutters c'est bien, c'est affreux, ça peut faire des taillettes dans le cou, ça peut entamer, faire que le mec se vide, mais en général le terroriste ne présente pas son cou, donc c'est valable plus pour agresser que pour se défendre, parce que vous allez avoir du mal à taper, surtout ça ne passe pas dans les habits, ça va faire mal à la cuisse, mais ça ne va pas empêcher de courir, parce que ça va être surtout de l'externe, il vaut mieux taper en profondeur, si vous voulez empêcher un mec de courir, c'est ça, c'est de la mécanique de base. Ceci dit, c'est ignoble, et ça fait très peur et très mal, c'est avec ça qu'il a fait de graves blessures, il avait un cutter, je crois, et c'est avec ça que l'Américain a eu le bras, parce qu'il avait avoir son cutter, et l'autre, il tenait, il a dû taper comme ça, c'est classique, comme il était tenu par le cou, et vous voyez que l'autre a quand même continué à le taper, alors qu'un couteau, il n'aurait pas pu. C'est juste, je vous explique un peu, parce que le couteau rentre dans les muscles profonds, et après ça fait très mal, et ça vous bloque, ça coupe les artères. Donc voilà, après vous avez le couteau. Alors comme je vous ai expliqué le petit truc, vous avez le poinçon, vous risquez pas trop de gare arrière, mais ça fait très mal, et ça fait empêcher de marcher. Et vous avez le couteau, le problème du couteau, c'est que c'est bien, ça peut rentrer profondément, mais ça fait des dégâts artériels, et ça tranche des artères et des veines, et ça peut être très très problématique à la fin. Alors n'oubliez pas, n'oubliez pas ce que dit la loi française, la réponse doit être proportionnelle à l'agression, et comme je le dis tout le temps, en général, si la réponse est inférieure à l'agression, vous êtes mort, et si elle est supérieure, vous aurez des problèmes avec la justice, mais dans tous les cas, il vaut mieux sauver sa peau. Voilà, c'est Fred Delavier, est-ce que j'ai tout dit? N'oubliez pas, fuir avant tout pour se mettre à l'abri et appeler, appeler les gens, on n'est pas des héros, mais quand on n'a pas de solution, apprenez à vous défendre. Je ne vous dis pas apprenez à vous battre, n'apprenez pas à être un super soldat, c'est complètement débile. Et puis sachez de toute façon qu'il faut apprendre aussi, le plus dur c'est apprendre à gérer sa peur, gérer son adrénaline. Un dernier petit truc, n'ayez pas peur des effets de l'adrénaline. Si vous êtes confronté à des choses comme ça, vous allez trembler, c'est normal, vous avez besoin de bouger à l'action, il y a une décharge nerveuse qui fait que les muscles ont besoin d'action, on a l'adrénaline pour fuir et bouger, mais quand on ne peut pas bouger, on est très mal. À ce moment-là, l'adrénaline va se fixer essentiellement sur le cœur, pas sur les autres muscles, donc vous allez avoir une tachycardie excessive, donc c'est pour ça qu'on court, parce que l'adrénaline est une molécule qui va se fixer plutôt sur les muscles, et si vos muscles ne sont pas utilisés, elle va se fixer sur le cœur, et là, ça va risquer de faire des dégâts, donc c'est vrai qu'il faut passer à l'action, sur l'effet de l'adrénaline, sur le stress et la peur, vous allez avoir l'adrénaline, mais l'adrénaline est quelque chose qui est fait pour vous sauver à la base. Donc, les effets de l'adrénaline, il faut les maîtriser. Moi, je ne vous dis pas de les maîtriser si vous ne les maîtriserez pas, mais de les comprendre et de ne pas en avoir peur. Donc, vous allez vous pisser dessus, ce n'est pas de la lâcheté. Certaines personnes se font pipi dessus quand ils ont peur, comme ma soeur par exemple. Certaines personnes se pètent dessus ou se chient dessus. Moi, je ne me chie pas dessus, mais j'ai tendance à me péter dessus si j'ai des gaz. Ce qui est absolument normal, les soldats vous le diront. La diarrhée ou avoir envie de péter, c'est quelque chose qui est typique dans ces conditions-là. Les animaux au combat se font caca dessus en général. Quand les chasseurs le savent très bien, il y a des animaux qui se sont chiés dessus. C'est typique souvent de la peur. Donc c'est un effet d'adrénaline. Pourquoi? Parce que les viscères à ce moment-là se relâchent. Il n'y a plus de sang qui revient aux intestins et plus rien, et tout le sang va aux muscles pour aller au combat. Donc il y a un relâchement et une contraction de tout le système musculaire pour pouvoir passer à l'action. Et en même temps, vous avez un afflux de sang au cerveau qui vous permet d'être hyper conscient. Hyper conscient. Les pupilles se dilatent, on observe tout, on pense beaucoup plus vite et on peut agir. C'est pour ça que à ce moment-là, vous allez
avoir l'impression que les secondes passent pour des heures, et vous, à ce moment-là, ne restez pas figé et agissez, essayez de calculer tout ce que vous faire, apprenez à calculer dans ces conditions-là, et surtout, le problème, c'est gérer ces battements cardiaques qui sont dus au fait qu'il y a une inaction, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas agir, on fuit, et donc toute l'adrénaline va sur le cœur alors qu'elle devrait aller dans les muscles. Il faut apprendre à gérer ça, c'est très très dur, mais ça prend. Voilà. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur des réactions, la peur est quelque chose de normal, qui n'a pas peur est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, la peur est faite pour vous sauver à la base, donc voilà, vous allez avoir ces réactions-là. Comme j'ai expliqué, il y a 3 types de réactions au début, la fuite, pour les femmes en général, et la tétanisation, et le combat pour les hommes en général. Maintenant, fuir, c'est bon, et combattre quand vous pouvez. Et en général, s'il n'y a pas d'autre solution, allez au combat, il vaut mieux mourir en combattant. C'est juste ça. Apprenez, comme le dit Français, apprenez à vous faire repousser vos couilles. On vous les a enlevées, on vous a castrées par une éducation pour vous dominer, mais vous avez encore la possibilité d'être un grand peuple, vous l'avez prouvé par le passé, et vous avez au fond de vous ce courage que nos aïeux avaient, même si c'est utilisé mal pour aller s'étriper dans les tranchées, mais nous avions du courage. Donc voilà, c'était Fred Delavier. Apprenez juste à être des hommes. Je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais j'essaie en général de l'être. C'est très dur, mais j'ose me regarder dans la glace. Et sachez quand même qu'au moment de notre mort, le plus important, c'est de savoir qu'on était quelqu'un de bien, comme bien avec nous, bien avec Dieu, bien avec les autres. Donc voilà. Et de partir quand on fait le mal, quand on veut posséder, le fait qu'on ne part pas et qu'on reste enfermé dans cette dernière seconde d'éternité avant notre mort, enfermé, coupé de nos sens, enfermé dans notre corps, à ne pas vouloir le quitter. Voilà. Donc voilà, il faut être un homme bon pour pouvoir quitter ce monde et retourner au grand tout, redonner notre énergie à Dieu. C'est dans toutes les religions. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier, 41 minutes.